Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue en Occitanie pour suivre au plus près de chez vous les résultats de ce premier tour des élections législatives. 49 circonscriptions à renouveler avec bien sûr des enjeux importants, à commencer par le PS hégémonique jusque-là sur ces terres, mais qui aura peut-être du mal à surnager après le naufrage de la présidentielle. La vague Macron va-t-elle tout emporter? Les Républicains vont-ils boire la tasse après la déception Fillon? Enfin, le FN va-t-il poursuivre son ancrage en Occitanie? Voilà les grandes questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir grâce à notre dispositif. D'abord, en Midi-Pyrénées, avec plus d'une dizaine de points de direct où nos journalistes vous feront vivre cette soirée depuis les circonscriptions test que nous avons choisies, mais également depuis les états-majors des principaux partis. Ici, en plateau, à mes côtés, Patrick Noviello qui co-animera cette soirée. Laurent Dubois, notre politologue, sera également là pour analyser les résultats de ce premier tour. Résultats que nous dévoilera Pascal Lagorce dès qu'ils lui parviendront. Et les premiers ne devraient pas tarder. Et bien sûr, de nombreux invités également à nos côtés. Les premiers, vous les découvrez, sont déjà là. Voilà donc pour Midi-Pyrénées. Mais je vous l'ai dit en ouverture, nous sommes en Occitanie et nos équipes sont donc également mobilisées en Languedoc-Roussillon autour d'Anne-Sophie Mandroux. Anne-Sophie, bonsoir. Alors, vous aussi, un important dispositif vous entoure ce soir. Oui, bonsoir Pierre-Jean, bonsoir à tous et bienvenue ici sur le plateau de Montpellier. Effectivement, toutes nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre au plus près cette grande soirée des législatives, ce premier tour. Nous serons en direct des 5 départements, Pyrénées-Orientales, Lozère, Aude, Gard et Hérault. Stéphane Ratineau est à mes côtés, évidemment, pour vous faire vivre cette soirée. Florent Hertmann sera également là pour vous donner tous les résultats, et puis notre politologue Emmanuel Négrier pour les analyses. On va également accueillir de nombreux invités sur ce plateau. Vous reconnaissez peut-être déjà installé Philippe Sorel, le maire de Montpellier. Sachez qu'il y a 23 députés à élire ici côté Languedoc-Roussillon, et je vous annonce d'ores et déjà qu'il va y avoir des surprises et des résultats très très vite. Alors revenez vite vers nous. Merci Anne-Sophie. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur notre dispositif Premium. En clair, ce qui se passe sur votre écran de télé. Mais vous le savez, Internet est désormais devenu incontournable pour nous, pour vous, pour les candidats et pour leur parti. Et Fabrice Valéry, c'est vous qui allez nous suivre cette soirée sur Internet avec toute votre équipe à l'intérieur de la rédaction de Toulouse. Alors cette soirée 2.0, comment s'annonce-t-elle? Eh bien, Pierre-Jean, toutes les équipes numériques à Montpellier et à Toulouse de France 3 Occitanie sont mobilisées ce soir pour vous faire vivre une véritable expérience double écran. Vous êtes devant votre téléviseur, vous regardez la soirée électorale présentée par Pierre-Jean, et puis en même temps sur votre tablette, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, eh bien, vous pouvez suivre notre direct minute par minute, des infos considérables, des résultats évidemment. Vous pourrez reconsulter tous les résultats tout au long de la soirée. Vous pourrez retrouver tous nos articles de fond également, et puis des tweets, des photos, des vidéos envoyées par nos équipes sur place. Donc vraiment, c'est la soirée double écran. Merci Fabrice, on vous retrouve tout de suite donc sur Internet. Alors Patrick, je l'ai annoncé en ouverture de cette émission, mais on va y revenir en détail avec vous. Quels enjeux pour ce scrutin en Occitanie, sans doute le plus incertain depuis le début de la Ve République? Sans doute, Pierre-Jean, une région Occitanie écartelée politiquement à l'ouest, en ex-Midi-Pyrénées. La dynamique En Marche pourra-t-elle rayer de la carte l'hégémonie PS-PRG qui détient actuellement 22 sièges de députés sur 26? Tsunami, séisme, les termes les plus catastrophistes ont été utilisés dans la presse ces derniers jours pour prédire la défaite aux socialistes. Et puis à gauche toujours, si En Marche l'emporte en Midi-Pyrénées, est-ce que la deuxième force politique s'appellera la France Insoumise, supplantant ainsi les Républicains, mais aussi le PS évidemment? Alors à l'Est à présent, autrement dit en ex-Languedoc-Roussillon, le FN va-t-il renforcer, voire multiplier ses bastions acquis lors des dernières élections régionales, ou au contraire là aussi être victime de la vague Macron? Pour exemple, l'affrontement Maria-Sarah-Gilbert Collard dans le Gard sera un bon indicateur. Réponse donc ce soir, peu avant minuit, même si on y verra plus clair au fil de la soirée. Merci Patrick pour cette première analyse. Premier chiffre de cette soirée, celui de l'abstention à 17h. Alors Laurent Dubois, vous êtes notre politologue, je le rappelle, abstention record. Oui, et c'est pas un truc de concours agricole, l'abstention, hein. C'est pas la médaille du meilleur reproducteur, la médaille d'or. L'abstention, c'est un véritable enjeu parce que ça pèse sur le jeu électoral. Hein, ce qu'on disait Emmanuel Bompard tout à l'heure, c'est-à-dire
Quand il y a une abstention aussi forte, ça veut dire qu'il n'y a pas de triangulaire. On se dirige vers des duels, parce que mécaniquement, pour être qualifié au second tour, éventuellement pour ce 3 à 3 ou 4, il faut passer la barre des 12,5% des suffrages des inscrits, pardon, c'est pas possible. Première remarque, donc, on n'aura pas de triangulaire. Deuxième remarque, l'abstention, elle est souvent différentielle. Elle ne s'applique pas de la même manière dans tous les camps. C'est parfois une abstention qui touche plus les quartiers populaires. C'est parfois une abstention qui, au contraire, préserve les électeurs les plus âgés, qui, eux, ont plutôt une inclinaison plus conservatrice. Au bon sens du terme ou mauvais, c'est pas le sujet, mais c'est une question sociologique. Dans cette abstention, encore une fois, c'est pas juste un petit chiffre que l'on donne parce qu'il faut le donner, c'est vraiment une clé du scrutin. Pascal Lagorce, illustration avec d'ores et déjà un premier résultat où il y aura un duel en Ariège. Absolument, Pierre-Jean, et un premier résultat qui pourrait bien préfigurer de ce qui va se passer ce soir pour le Parti socialiste, c'est dans l'Ariège, la première circonscription. C'est celle 2 fois la plus peuplée du département. L'intersocialiste, on le sait depuis longtemps, eh bien, le Parti socialiste est tout simplement éliminé ce soir dans cette première circonscription de l'Ariège. On aura donc un duel entre La République En Marche, Jérôme Azéma, 31,35%, et la France Insoumise, la candidate Bénédicte Taurine. Ce résultat ne surprendra personne, Manuel Bompard non plus, puisque Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de l'élection présidentielle, était arrivé en tête dans ce département de l'Ariège avec quasiment 28%. Et on y se murmure aussi que cette élimination du PS pourrait se généraliser dans l'Ariège sur les 2 circonscriptions. Ça voudrait dire que ça va pas bien du tout pour le Parti socialiste ce soir. C'est clair, voilà pour ce premier résultat. Patrick, on va maintenant s'intéresser aux circonscriptions test que nous avons choisies. Oui, on part tout de suite pour le Tarn-et-Garonne où le FN était arrivé en tête au premier tour de la présidentielle dans les 2 circonscriptions. Christophe Nédart, vous êtes à Montauban. Est-ce que les frontistes se voient déjà au second tour ou est-ce encore prématuré ? Écoutez Patrick, ils sont plutôt confiants. Un mot déjà de l'ambiance dans cette permanence de Thierry Vialon. Pour l'instant, pas grand monde. Ils sont une dizaine de militants dans cette petite permanence assez exiguë du centre-ville de Montauban. Thierry Vialon, le candidat du FN dans cette première circonscription, n'est pas là. Il a participé d'abord au dépouillement et à l'heure où je vous parle, il est à la préfecture où il est en train de suivre avec attention l'évolution des résultats. Mais vous le disiez, oui, ils sont plutôt confiants parce qu'ils se disent qu'ils ont une bonne chance ici de remporter 1 voire 2 sièges de députés. Thierry Vialon, qui je vous le rappelle est opposé ici à Valérie Rabault, qui est donc la députée PS sortante, et également à un candidat de La République En Marche, Pierre Mardégan. Ici on suit évidemment aussi les résultats de la 2e circonscription avec un duel très attendu entre le frontiste Romain Lopez et Sylvia Pinel, la députée sortante PRG, qui elle a bénéficié du soutien de La République En Marche, qui ne lui a pas opposé de candidat. Donc voilà 2 duels à suivre avec attention ici du côté du Front National. Merci Christophe. Autre territoire en jeu, celui de la 9e circonscription de Haute-Garonne, le sud de Toulouse, jusqu'à Portet-sur-Garonne et Lagardelle-sur-Lèze. Circonscription, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. En sera-t-il de même ce soir pour Manuel Bompard qui est avec nous face au sortant socialiste Christophe Borgel, le monsieur élection du PS national, et avec pour En Marche une novice en politique, Sandrine Meur. Karine Pelat, bonsoir. Vous êtes à Portet-sur-Garonne. Quelle est l'ambiance sur place ? Eh bien écoutez, c'est étonnant, mais il y a ce soir beaucoup de monde ici dans le premier bureau de Portet-sur-Garonne. Les résultats tombent les uns après les autres et pour l'instant, c'est Sandrine Meurck, la candidate d'En Marche, qui arrive en tête avec plus de 35% des voix. Beaucoup de ses sympathisants sont ici. Ils parlent d'un véritable plébiscite. Sandrine Meurck qui arrive devant Christophe Borgel, le député sortant, le député socialiste. Dans certains bureaux, c'est même un duel En Marche, Front National. Quant à Manuel Bompard, le candidat de la France Insoumise, il arrive en 3e, voire en 4e position. Mais attention, il manque encore le résultat des bureaux de Toulouse dans cette circonscription, je vous le rappelle, très contrastée, où il y a à la fois des zones rurales et des quartiers plus populaires.
Merci Karine, on change de département, cap sur la première circonscription du Tarn où tiens, le sortant n'a pas l'étiquette En Marche mais est un fidèle d'Emmanuel Macron et soutenu par ce dernier. Il s'agit du centriste Philippe Folliot, mais face à lui, entre autres les socialistes évidemment qui veulent leur revanche sur les terres de Jaurès et le FN arrivé en tête au premier tour de la présidentielle dans le Tarn. On retrouve à Albi Myriam Brice. Myriam Brice, est-ce qu'on a des indications déjà ce soir dans le Tarn sur cette première circonscription ? Oui, effectivement, on commence à avoir une nette indication. Je me trouve dans le bureau parlementaire de Philippe Folliot de l'Alliance centriste et c'est lui qui arriverait en tête de ce premier tour avec plus de 33% des voix. Pour les deuxième et troisième candidats, on n'a pas encore les résultats. Monsieur Cabrolier arriverait lui en deuxième position avec 15% et Monsieur Laporte avec 12%. Mais les résultats ne sont pas encore... Oui, Monsieur Cabrolier pour le Front National, pardon, arriverait en deuxième position, mais les résultats ne sont pas encore totalement tombés. Alors ici, donc, où je me trouve au QG de Monsieur Folliot, pas de triomphalisme malgré une arrivée en tête. Les résultats tombent les uns après les autres. Il y a eu encore beaucoup de stress il y a quelques instants. Monsieur Folliot a souhaité suivre ces instants avec ses proches collaborateurs. Petit à petit, les sympathisants et les militants sont arrivés, mais pas d'effusion de joie. Pourtant, il est en bien meilleure posture qu'en 2012. Merci Myriam. Voilà donc pour ce premier panorama des circonscriptions test que nous avons choisi. Pas d'autres résultats définitifs pour l'instant, Pascal. On va donc prendre la direction de Montpellier pour vous retrouver, Anne-Sophie, pour les premiers résultats chez vous, en Languedoc-Roussillon. Oui, des premiers résultats qui ne vont pas tarder à tomber, mais juste peut-être pour repréciser les enjeux avec vous, Stéphane, on rappelle 23 députés à élire. Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, il va certainement y avoir ce soir beaucoup de duels contre le Front National. Oui, c'est une réalité, les premiers résultats le démontrent. Et puis il y a une tradition ici en Languedoc-Roussillon, on aime faire la bascule, et quand on fait la bascule, on l'a fait de manière significative. C'était le cas déjà en 1993, en 1997 et en 2012. Eh bien, les premiers résultats semblent décider de manière très claire des duels entre le Front National et la République En Marche. Ça semble être le cas notamment sur la 4e circonscription du Gard. C'est le cas notamment à Carcassonne et à Narbonne. Une incertitude, par exemple, sur la 3e de l'Aude, où peut-être M. Vela pourrait être qualifié, mais c'est vraiment avec du conditionnel. Ce serait un des rares socialistes qui arriverait à se qualifier pour le second tour. Et l'un des territoires qu'on va surveiller de très très près ce soir, c'est la Petite Camargue, la 2e circonscription du Gard, Vauvert-Saint-Gilles, où nous attend Caroline Agulot avec deux candidats très médiatiques, le sortant Gilbert Collard contre l'ex-torera Marie Sarah. Oui, je me trouve en effet au QG du Front National gardois entre Saint-Gilles et Vauvert, où les militants commencent à arriver à l'extérieur du domaine. Je vous rappelle qu'il s'agit ici du premier fief électoral historique du Front National avec la conquête de la mairie de Saint-Gilles en 1989. C'est dire que le FN est implanté sur ce territoire, donc de la 2e circonscription du Gard, au-delà même de la personnalité de Gilbert Collard. À Saint-Gilles, justement, le résultat sur la ville vient de tomber. Gilbert Collard, député sortant, frontiste, est en tête avec 31% des voix, au coude à coude avec l'ex-torera Marie Sarah à 29% pour la République En Marche. Pascal Mourou pour les Républicains est à 27%. Même résultat à la virgule près pratiquement au Gros du Roi. Les autres candidats sont loin derrière, sous la barre des 20%. Il s'agit là donc de résultats partiels sur les villes test de Saint-Gilles et du Gros du Roi. Je vous retrouve tout à l'heure pour des résultats plus complets. Merci Caroline. À tout à l'heure. Donc une autre circonscription très atypique cette fois où l'offre politique est totalement chamboulée. C'est la 2e de l'Hérault, celle de Montpellier que va suivre pour nous ce soir Jean-Michel Escafre. Jean-Michel, expliquez-nous pourquoi cette circonscription est très très particulière. Eh bien Anne-Sophie, cette 2e circonscription de Montpellier est singulière pour plusieurs raisons. D'abord, en Occitanie, c'est celle qui enregistre le plus de candidats. 24, seule la ville de Lille fait mieux. Sur ces 24 candidats, on compte 13 femmes. Parmi elles, Anne-Yvonne Ledin, c'est la députée sortante socialiste, mais elle n'a pas obtenu l'investiture du PS. Stéphanie Janin est la candidate de la République En Marche. Elle a le soutien du maire Philippe Sorel. Elle compte bien surfer sur la vague présidentielle malgré des poursuites judiciaires qui seront jugées en septembre.
Enfin, Muriel Rességuier espère elle aussi être au second tour. Son mouvement La France Insoumise a obtenu ici près de 34% des voix. La deuxième circonscription de Montpellier est marquée par une dispersion totale des voix à gauche avec 14 candidats qui sont à la gauche de La République En Marche. C'est aussi la seule circonscription de Montpellier où l'on note la présence d'un parti différent, Allons Enfants, dont les candidats ont 25 ans maximum. Merci Jean-Michel. Et puis une circonscription très symbolique pour le Front National puisque c'est le numéro 2 du parti qui la convoite, Louis Alliot. Nous partons dans les Pyrénées-Orientales à la préfecture rejoindre Olivier Meyer. Louis Alliot mise sur cette deuxième circonscription, c'est celle de Perpignan et ce n'est pas un hasard, Olivier. Oui, Anne-Sophie, alors pas de résultats définitifs encore, des résultats partiels et des tendances cependant qui disent tous la même chose, à savoir que le PS semblerait exploser ce soir dans les Pyrénées-Orientales, il semblerait laminer en pleine dégringolade. Aucun candidat, y compris Ségolène Neuville, l'ex-secrétaire d'État du gouvernement Valls, semblerait en mesure de se qualifier pour le second tour. Alors il convient encore de rester prudent puisque nous n'avons pas encore les résultats définitifs. Je le répète, ce sont les premières tendances qui se dégagent, qui remontent du terrain. De leur côté, les Républicains seraient en chute, mais ils résistent avec difficulté. Le Front National, lui, serait en baisse par rapport à la présidentielle, mais resterait à un niveau très élevé. Ce n'est pas surprenant dans les Pyrénées-Orientales. En Marche, le mouvement du président de la République semblerait carrément, lui, dans les nuages, en tête dans toutes les circonscriptions. C'est d'autant plus marquant que dans ce département, Emmanuel Macron, lors de la présidentielle, n'avait réalisé que 18% des voix. Enfin, la France Insoumise est en baisse marquée par rapport à la présidentielle, mais bien au-dessus des socialistes. Vous l'évoquiez effectivement à l'instant, ce que tout le monde surveille, c'est la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales, celle où se présente effectivement Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen. Alors la question que tout le monde se pose ici c'est est-ce que les électeurs de la deuxième circonscription enverront un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale? C'est la question que tout le monde se pose. Elle est légitime. Pourquoi? Parce que quand on regarde les résultats de Marine Le Pen lors de la présidentielle, elle est arrivée en tête lors des deux tours ici dans ce département. Et donc Louis Alliot, qui vient de rejoindre la préfecture, qui sera avec nous tout à l'heure en direct, eh bien, espère bien succéder à Pierre Sergent, qui avait été élu député dans les Pyrénées-Orientales en 1986. On se retrouve dans quelques minutes pour les résultats définitifs. Je pense que ça ne va pas tarder. Sans problème, merci Olivier. Donc oui, Louis Alliot qui fera partie de nos nombreux invités. Vous avez aussi du monde sur votre plateau à Toulouse, Pierre-Jean. Oui, Anne-Sophie, d'ailleurs, je vais vous les présenter pour un premier tour de table avec Nadia Pelfig qui est à nos côtés. Nadia Pelfig qui est vice-présidente socialiste de la région d'Occitanie. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jean-Luc Moudinque, maire Les Républicains de Toulouse. Bonsoir, monsieur Moudinque. Et ensuite, Manuel Bompard, vous êtes candidat pour la France Insoumise dans la 9e circonscription de Toulouse. Merci d'être avec nous. Alors, Nadia Pelfig, première question pour vous. On l'a vu avec le premier résultat définitif de la première circonscription de l'Ariège. On l'entend un petit peu partout dans l'Occitanie. Ça va mal pour le PS et ça va aller encore plus mal, visiblement, dans les heures qui vont venir. Il semblerait effectivement, à dire vrai, tout cela était assez prévisible, donc je ne vais pas dire que je suis surprise ce soir. Je pense que très clairement, le Parti socialiste a déçu, le quinquennat a déçu, la gauche était divisée, et lorsqu'on déçoit et que nous sommes divisés, nous perdons. Il nous faut donc tout refonder, que ce soit les idées, les pratiques, mais également les hommes et les femmes qui demain construiront cette gauche. Moi, je crois à une gauche écologique et sociale. Nous n'avons pas été en capacité de démontrer qu'on avait des réponses à un monde qui était en mutation sous beaucoup d'aspects, sur le monde du travail, sur l'écologie, sur l'environnement, sur les énergies. Et nous sommes aujourd'hui lourdement sanctionnés. Est-ce que l'OPA Macron a parfaitement réussi, j'ai envie de dire, sur les candidats, même certains socialistes, et surtout sur les électeurs ? Moi, je crois surtout qu'il y a un autre élément au-delà de notre défaite qui est réel. Et donc, moi, je ne tergiverserai pas. Il faut être lucide. On en a parfois manqué de lucidité. Dire quand même un mot pour mes amis qui se sont battus, qui se sont investis. Donc, j'ai une pensée amicale pour eux. L'OPA Macron, il y a aussi une abstention extrêmement importante. Je crois qu'on se situe finalement dans le prolongement du scrutin présidentiel, où on choisit aujourd'hui un homme dont on pense qu'il peut sauver la situation. Les électeurs ont souhaité être cohérents avec ce choix. Beaucoup aujourd'hui ont démontré un faible enthousiasme avec une abstention extrêmement forte. Je crois aussi que ça démontre qu'on est dans une 5e République à bout de souffle, où la place de la démocratie est trop faible aujourd'hui. Et donc ça aussi demandera un travail d'analyse des institutions pour retrouver une démocratie dynamique avec une vraie participation. Parce que les abstentionnistes nous disent aujourd'hui, je ne connaissais pas mon candidat, ou alors
je voulais montrer mon mécontentement. Et alors malgré tout, malgré des candidats qui ne sont pas connus, une vague, on l'a dit, hein, de candidats Macron au second tour, Jean-Luc Moudenc, vous ne vouliez pas d'opposition frontale avec Emmanuel Macron, mais des républicains constructifs. Est-ce que vous pensez que votre discours a pu être entendu aujourd'hui par les électeurs? Mon discours n'était pas celui de mon parti. Mon parti a décidé, au début de ce temps électoral, d'aller à la confrontation avec le président de la République. Moi, j'ai pensé au contraire qu'il fallait prendre acte de l'élection du président et dire qu'on voulait coopérer avec lui tout en restant nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu mes amis de LR et de l'UDI. Moi, je pense que les Français n'étaient pas prêts pour une cohabitation et que l'idée que porte Emmanuel Macron, à savoir dépasser les clivages, c'est une idée qui intéresse les Français. C'est-à-dire les Français veulent qu'on essaye. Ils ne savent pas si ça va marcher. Et on le voit avec beaucoup d'abstention. Ça veut dire qu'il y a aussi un certain attentisme. Mais il faut essayer. Bon, cette ligne-là, elle est restée minoritaire. Je le déplore parce que cette ligne-là, elle est aussi la prise en compte d'un désir de renouvellement profond de la vie politique française qui ne date pas de maintenant. Vous savez, il y a 3 ans à l'élection municipale, moi j'ai renouvelé à 82% ma liste, 82% d'élus qui n'ont jamais été élus, avec 50% de société civile. Il n'y avait pas Emmanuel Macron à l'époque. Mais je sentais que le désir de renouvellement était déjà à l'œuvre et il a explosé à l'occasion de l'élection présidentielle. Et maintenant, il est confirmé ce soir avec les législatives. Les Français sont assez logiques. Manuel Bompard, juste avant de vous donner la parole, on me signale qu'à Montpellier, monsieur le maire de Montpellier souhaite réagir à ce que vient de dire le maire de Toulouse. Monsieur Sorel, c'est à vous. Et devant lui. Monsieur Sorel, vous avez le même discours que monsieur Moudenc, grosso modo, non? Oui, d'abord, je voudrais saluer mon ami Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de la métropole toulousaine. Saluer tous les invités qui sont sur le plateau de France 3 à Toulouse. J'ai le même discours, oui et non, parce que Jean-Luc Moudenc, lui, fait partie d'une formation politique. Et moi, je ne fais partie d'aucune formation politique et d'aucun mouvement politique. Ça n'empêche pas de parler le même langage. Mais bien sûr. Et nous arrivons à travailler ensemble, je dirais, dans l'intérêt général des citoyens. Je crois que ce soir, ce qui est important, c'est de regarder que l'ensemble des forces politiques dans le pays ont évolué et ont radicalement changé. C'est l'œuvre, en premier lieu, du président de la République qui a su insuffler une nouvelle façon de faire de la politique, un nouvel espoir. Avec beaucoup d'abstention tout de même pour parler de nouvel espoir. On peut regarder toujours le verre à moitié vide. Moi, j'ai l'habitude d'être optimiste et de regarder le verre à moitié plein. Donc je considère que c'est une grande victoire pour ce premier tour. Ce n'est pas fait, il faut aller au second. Pour le président de la République, et surtout dans la région Occitanie, eh bien, ça crève l'écran. Il faut mettre la région Occitanie en marche. Avant de donner la parole à France Jamais et Marie-Hélène Régnier, qui sont toutes les deux aussi sur ce plateau, on va faire un petit détour par Florent Hertmann et les résultats, les premiers qui tombent pour la région Languedoc-Roussillon. Alors ce sont des résultats partiels pour le moment. Sur la première circonscription de l'Aude, celle de Carcassonne-Lézignan-Corbière, eh bien c'est Daniel Hérin de La République En Marche qui serait en tête avec 27,48% des voix, devant le candidat du Front National, Christophe Barthès, 22,12%. Le candidat socialiste Giniès aurait obtenu 10,30% et 9,51%. C'est pour Delorgeville, la candidate de Les Républicains. Dans le département de l'Hérault, des résultats partiels également à Villeneuve-les-Béziers. Ce serait Emmanuel Ménard, la candidate du Front National, qui arriverait en tête devant la candidate de République En Marche. Élie Abou ne ferait que 16,83%, ce qui est également confirmé sur 7 communes test dans cette 6e circonscription de l'Hérault, celle de Béziers, puisque dans l'ordre, on retrouverait Ménard, voyez, Abou le sortant, étant à moins de 20%, donc il serait éliminé dès le premier tour. Réaction peut-être France Jamais, vous qui présidez le groupe Front National au Conseil régional. Réaction déjà au premier résultat du côté de Béziers. On ne peut que s'en réjouir, mais ça n'est pas le premier. Enfin, ça fait partie, je crois, de la grande vague que nous avons. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, de l'ancrage que le Front National a réussi à démontrer. Moi, je vois ça de façon très positive. Je voudrais quand même aussi en profiter, moi, pour remercier toutes les électrices et les électeurs qui ont porté leur suffrage sur un bulletin et sur une candidature du Front National. Cela étant, moi je continue de considérer que nous avons une assise électorale
qui s'est révélé, même si comparaison n'est pas raison, présidentielle, et que cet ancrage va se prolonger dans cet électorat que nous avons à notre disposition. Je regrette une chose, c'est que... Il y a tout de même un tassement, Madame Jammeh, par rapport à l'élection présidentielle et un second tour en duel. C'est parce que les grands esprits se rencontrent, et j'y arrivais. Allez-y. Je regrette une chose, c'est vrai, c'est que notre électorat a quand même tendance un petit peu à s'abstenir parce qu'il a l'impression, quelquefois, que c'est pas la peine. Mais là, pour le coup, je crois... Et Monsieur Sorel vient de le démontrer. Et quand on voit le plateau de l'autre côté à Toulouse avec Monsieur Moudin, qu'on voit bien que LR, PS, etc., c'est la même chose, c'est en marche. Et on a véritablement, je pense, une espèce de front... On a entériné l'idée de l'UMPS qui s'appelle LREM. Donc avant, c'était au deuxième tour que ça jouait. Et là, je crois que ça s'est joué au premier tour. Ce qui fait que tout est ouvert, à mon avis, pour le deuxième tour, parce que nous allons avoir véritablement des candidats qui seront au deuxième tour. Et je pense que le report de voix peut réserver des surprises, que nous avons encore une réserve de voix chez les abstentionnistes et que pour le coup, nous avons un programme qui est totalement différent. Nous défendons la famille, nous défendons les frontières, nous défendons... On va pas refaire tout le programme. Ah ben non, mais on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Nous allons quand Monsieur faire le Macron, tour des partis pour voir comment ils vivent ce début de soirée. Mais on revient ici, ne vous inquiétez pas sur le plateau, mais on repasse la parole à Pierre-Jean et à Toulouse pour faire le tour des QG. Merci Anne-Sophie. Et on reprend la parole pour vous donner des résultats concernant les Hautes-Pyrénées. Absolument, Pierre-Jean. Et c'est un séisme, un tremblement de terre dans les Pyrénées, il y en a absolument. C'est Jean Glavany qui ne sera pas présent au premier tour, deuxième tour de cette élection législative. Il briguait un 6e mandat. C'était, il le disait lui-même, l'homme à abattre, à tel point que la droite n'avait pas présenté de candidat. En tout cas, il avait abandonné. Donc Jean Glavany éliminé de ce premier tour et ne sera donc pas présent au deuxième tour. Ce sera un face-à-face entre le maire de Bagnères de Bigorre, Jean-Bernard Sempastous, un ami, un proche du président Emmanuel Macron, qui sera face à la candidate de la France insoumise, Sylvie Ferrer. Ça, c'est pour la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Dans la deuxième, la députée sortante, la PRG, Jeannine Dubié, arrive en deuxième position avec 16,53%. Elle aura fort à faire au deuxième tour face à la candidate de la République En Marche, Marie-Agnès Tariki, qui arrive largement en tête avec plus de 32% des voix. C'est sa première participation à une élection. Manuel Bompard, la France insoumise, est-ce qu'elle est soumise ce soir? Parce que après la présidentielle, on vous voyait faire des superbes résultats pour ce premier tour des législatives. Visiblement, ils ne sont pas au rendez-vous. C'est pas ce que j'observe pour l'instant. Vous venez de citer deux situations en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées, où nous serons présents au deuxième tour. Mais avant de parler de la France insoumise, moi je voudrais parler quand même du contexte général. Parce que s'il y a quelque chose qui frappe, s'il y a un tsunami dans cette élection, c'est le tsunami de l'abstention. Et on ne peut pas passer autour de cette question comme si elle n'existait pas. Vous avez un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé aux urnes sur cette élection. Et je crois que ça révèle quand même une crise démocratique dans ce pays et un rapport aux institutions. Et la vague dégagiste qu'a traversé l'élection présidentielle, elle est encore là, la législative. Et on doit y répondre. Et la question de la 6e République, qui était un des sujets majeurs de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, est posée encore aujourd'hui. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour la France insoumise, qui est une jeune formation politique, un mouvement, c'était notre première campagne. Beaucoup de gens étaient candidats pour la première fois. Je voudrais les féliciter et les remercier sur ce plateau. Et il y a un travail d'enracinement avec des dizaines de second tours où la France insoumise sera présent dans une campagne qui, pour l'instant, a été un peu masquée. Manifestement, M. Macron voulait masquer ses intentions, réellement. Et heureusement, certains journalistes, par exemple, ont sorti le projet du Code du travail. Je pense qu'il va y avoir une vraie campagne de deuxième tour maintenant, où les gens vont être appelés à ne pas donner les pleins pouvoirs à M. Macron. Je crois que ça va être la question qui va marquer ce deuxième tour. Merci pour cette première analyse. Vous parliez d'Emmanuel Macron, des candidats En Marche. Et bien justement, nous allons nous rendre dans la 4e circonscription de Haute-Garonne. Où nous attend Stéphanie Bousquet dans un des QG des candidats de La République En Marche. Écoutez, effectivement, nous sommes dans un bar toulousain où des marcheurs ont décidé de se retrouver ici ce soir pour suivre ce premier tour de l'élection législative. Ils arrivent ici petit à petit et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils arrivent avec le sourire en Midi-Pyrénées. En effet, vous venez de le dire, on s'avance vers une large victoire de La République En Marche. En Haute-Garonne, par exemple, on a commencé à avoir quelques résultats partiels. Sur les 9 candidats investis officiellement, les 9 seraient en passe de se qualifier pour ce second tour. La plupart arriveraient même en tête, donc vous le voyez, ils ont de quoi être sereins. Tout à l'heure, il me
disaient qu'ils étaient contents, ravis du travail accompli. Voilà ce que me disaient en substance les marcheurs que j'ai pu croiser. Il n'y a pas non plus d'effusion de joie, mais on attend en tout cas avec beaucoup de sérénité les résultats définitifs. Merci Stéphanie, on va se rendre tout de suite au siège de la Fédération du Parti Socialiste à Toulouse où on va retrouver Julie Valin. Julie, on se souvient de ces images saisissantes à la fois de déception mais aussi de fatalisme finalement au soir du premier tour de la présidentielle. Est-ce que c'est le même sentiment qui prévaut ce soir ou est-ce qu'on y croit encore un tout petit peu chez les socialistes ? Vous voyez derrière moi, hein, il n'y a pas grand monde, hein, pour ainsi dire personne, une poignée de militants à peine. C'est très très calme ce soir. Alors là, au menu, hein, il n'y a pas de petit four. Ce soir, c'est poulet froid et chips pour tout le monde. La soirée risque d'être très difficile à vivre ici au PS. Alors les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais beaucoup s'attendent à une débâcle. Actuellement, le PS a 8 circonscriptions sur 10 en Haute-Garonne et à la fin de la soirée, le ratio ne sera certainement pas le même. Le secrétaire départemental de la Fédération est attendu vers 21h et il ne devrait s'exprimer que vers 22h. Mais les gens à qui j'ai posé la question, effectivement, s'attendaient à ces résultats, mais pas aussi bas. Merci Julie, donc bien seule à la Fédération du PS de Haute-Garonne. Pascal, je me retourne à nouveau vers vous avec un nouveau résultat concernant le Tarn cette fois-ci. Absolument, et Philippe Folliot, on en parlait tout à l'heure avec Myriam Brice, eh bien ça se confirme, Philippe Folliot est en tête de ce premier tour avec 32,62%. Il est élu depuis 2002 maintenant, c'est un candidat d'Alliance centriste et nous aurons au deuxième tour un duel entre un centriste et un candidat du Front National, puisque Frédéric Cabrolier se qualifie avec 15,63%. Juste un chiffre, le score du Parti socialiste qui est à 8,84% à Albi, Castres, etc., des terres qui autrefois étaient socialistes. Philippe Folliot, Alliance centriste, mais soutenu par La République En Marche. On va maintenant retourner à Montpellier avec vous, Anne-Sophie, pour un autre tour d'horizon des QG des principaux partis. Oui, exactement. Et vous le savez, cette élection est importante pour les Républicains qui veulent s'affirmer au plan national comme la principale force d'opposition des Républicains. Bien à la peine ici, hein, dans l'ex-Languedoc-Roussillon. 3 députés en tout et pour tout. Un dans les Pyrénées-Orientales, un en Lozère et un à Béziers. Elie Abou en difficulté donc ce soir. On va rejoindre Valérie Luxet qui est dans son QG à Béziers où on fait un peu grise mine. Exactement, Anne-Sophie. Bonsoir. Je suis effectivement à la permanence du député sortant Les Républicains, Elie Abou, qui est arrivé il y a un petit quart d'heure. Et je dois vous dire qu'ici, c'est la déception, évidemment, qui prévaut au vu des premiers résultats de 7 communes tests. Mais il faut rester prudent, car à Béziéville, les bureaux n'ont fermé qu'à 19h. Il faut donc attendre pour avoir des résultats un petit peu plus concrets sur cette 6e circonscription de l'Hérault. Vous l'avez dit, Elie Abou est le seul député les Républicains sortant du département de l'Hérault. Et ce soir, il est effectivement en mauvaise posture puisque d'après les premiers résultats qui sont arrivés, il ne serait qu'en 3e position, en deçà des 20%. Emmanuel Ménard, la femme du maire de Béziers, Robert Ménard, soutenue par le Front National, arrive en tête dans toutes nos communes tests, suivie de loin par Isabelle Voyer, la candidate de La République En Marche, et derrière donc Elie Abou. Et en 4e position, ce serait David Garcia, le candidat de la France Insoumise, qui réaliserait un score très honorable à 2 chiffres sur certaines communes. Donc il faut attendre encore un petit peu ce soir pour avoir des résultats complets sur cette 6e circonscription de l'Hérault. Mais compte tenu de l'abstention, si le trio de tête se confirme, eh bien Elie Abou serait éliminé ce soir. Merci Valérie. Soirée décisive, importante aussi pour le Front National qui espère faire des gros scores également dans le département de l'Aude, une de ses terres de conquête, comme va nous l'expliquer Alexandre Grelier, qu'on va retrouver dans le QG du FN à Trèbes, tout près de Carcassonne. Pas d'effusion de joie ici, au quartier général du Front National à Trèbes, dans l'Aude, au moment de l'annonce des premiers résultats, des premières projections de la future Assemblée nationale. Pourtant, le Languedoc-Roussillon sera particulièrement surveillé par les instances du parti. En effet, la capacité du Front National à constituer un groupe à l'Assemblée nationale se joue en partie ici, dans les 5 départements de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Petit rappel, au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen était arrivée en tête dans 18 des 23 circonscriptions de Languedoc-Roussillon.
Le Front National espère transformer l'essai et arriver en tête dans 18 ou 19 circonscriptions, avec de gros espoirs sur la deuxième du Gard, où la candidature est incarnée par Gilbert Collard, ou la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales, où c'est Louis Alliot qui emmène la candidature du Front National. Mais ce ne sera que la moitié du chemin. En effet, la faible participation rend difficile la perspective de triangulaires qui sont toujours favorables au Front National. Petit rappel, en 2012, Gilbert Collard avait été élu. C'était le seul député Front National de la région Languedoc-Roussillon. Oui, on va s'arrêter tout de suite sur la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales où l'on va rejoindre à la préfecture Olivier Meyer en compagnie de Louis Alliot justement. Oui, Anne-Sophie, avec un résultat définitif, je dis bien définitif, qui vient tout juste de nous parvenir et qui concerne justement la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales, celle qui s'étend, vous savez, du littoral de Saint-Cyprien, Barcarès jusqu'à Saint-Paul de Fenouillède. Eh bien, écoutez, ce résultat définitif fait apparaître en tête Louis Alliot avec 30% des voix. Il devance la candidate de La République En Marche, Christine Esper, avec 29% des voix. Louis Alliot est en notre compagnie. Louis Alliot, c'est un gros score que réalise ce soir le Front National, mais ce n'est pas un score qui vous assure d'ores et déjà la victoire au second tour. Oui, pas du tout, non. Mais on résiste bien dans les Pyrénées-Orientales face à une vague nationale, très clairement. Et les Pyrénées-Orientales démontrent aujourd'hui qu'ils mettent fin, en quelque sorte, au règne des anciens partis, puisque le Parti socialiste, l'air de rien, et les Républicains sont en très grande difficulté. Et je dois dire que c'est une nouvelle configuration politique qui est désormais celle des PO. Vous résistez bien, mais vous faites moins bien que Marine Le Pen dans cette circonscription. Lors du premier tour de la présidentielle, elle avait fait 34%, 4 points de plus que vous. Oui, oui, mais avec 20% de votants de moins. Donc je veux dire, il faut regarder aussi l'abstention, le taux d'abstention, la participation. Et précisément, je pense que quand on aura analysé les résultats demain, bureau par bureau, on s'apercevra que les électeurs du Rassemblement Bleu Marine sont aussi abstentionnistes que les autres et qu'il faudra, cette seconde semaine, leur parler. Je pense que c'est important, tout comme d'ailleurs parler aux candidats et aux électeurs. Alors justement, les des candidats, Républicains. Exactement. Fernand Siré, le député républicain sortant, est éliminé. Vous appelez ces électeurs à voter pour vous? Écoutez, la dernière fois, à la précédente législative, j'avais retiré notre candidate pour lui permettre d'être élu. Là, il n'est pas qualifié pour ce second tour en raison de son score, mais il est évident que ces électeurs sont ce soir orphelins et je les appelle, moi, à faire barrage à la vague de M. Macron pour des raisons tout simplement d'équilibre démocratique. Enfin, quelle analyse vous faites du score d'En Marche en France? Écoutez, quand vous êtes dans une telle dynamique, avec quand même ce qu'il faut relever, la moitié des Français ne se sont pas déplacés voter, eh bien vous résistez comme vous pouvez à la vague. Maintenant, le deuxième tour, c'est un autre tour. Nous verrons bien ce qui se passe, mais dans tous les cas de figure, je pense qu'il sera bon à l'Assemblée nationale d'avoir des parlementaires qui ne soient pas, j'allais dire, au chevet ou au soutien du gouvernement de M. Macron. Merci Louis Alliot. Donc Louis Alliot qualifié pour le second tour. Merci Olivier. On va faire tout de suite réagir Marie-Hélène Régnier. Bonsoir, vous êtes la référente d'En Marche dans le département de l'Aude, mais vous regardez, j'imagine, de très près ce qui se passe dans le département voisin. Christine Esper, votre candidate, juste un point derrière Louis Alliot, c'est jouable pour elle? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. De même que l'a fait tout à l'heure la représentante du Front National, je remercie aussi tous les électeurs, mais pas que les électeurs qui ont voté pour La République En Marche, tous les électeurs qui ont fait l'effort de se déplacer malgré le beau temps et malgré peut-être aussi l'idée que peut-être ça allait être fait pour La République En Marche. Mais je suis très très heureuse du score des candidats à La République En Marche sur l'Occitanie. Il y a effectivement une dynamique, mais il y a aussi derrière un espoir réel que les choses changent pour notre territoire, au-delà de l'enjeu national, bien évidemment, qui est la première importance pour nous tous. Quel est le discours pour le second tour? C'est le changement, Philippe Sorel. Qu'est-ce que vous allez dire aux électeurs pour qu'ils aillent voter pour M. Macron? Parce qu'on peut s'attendre à une abstention encore plus importante. D'abord, il faut donner au président de la République une majorité pour gouverner. C'est le principe même de la Ve République. 400, ça va faire beaucoup de députés si on croit les projections nationales. Oui, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ce phénomène se produit. Ça vous plaît à vous, 400 députés pour le président Macron? Moi, je suis dans une dynamique un peu particulière. Voilà, parce que moi, j'opte pour une 6e République différente de celle de Jean-Luc Mélenchon, mais autrement dit, une 5e améliorée. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat très technique ce soir. Je voudrais rejoindre ce que dit Madame la référente du mouvement La République En Marche de l'Aude et pour, à mon tour, remercier tous les électeurs et leur demander de confirmer
et de transformer l'essai qui a été marqué ce dimanche prochain. Et je profite de ce que j'ai la parole pour féliciter tous les amis que j'ai qui sont candidats dans les 13 départements de la grande région, que ce soit Marie-Christine Verdier dans le Tarn, que ce soit Monique Iborra à Toulouse, que ce soit Christine Espert dans les Pyrénées-Orientales, que ce soit les candidats sur la ville de Montpellier, en particulier Stéphanie Jadin et Patricia Biralez. Et j'ajoute également Mireille Robert et Daniel Hérin, qui font 2 formidables campagnes dans les hauts cantons de l'Aude, à Carcassonne et à Limoux. Voilà, allez, il ne nous reste que 5 minutes dans cette première partie d'émission. Peut-être des résultats supplémentaires, Florent ou Stéphane? Juste une information. Thierry Procida, le candidat Les Républicains UDI sur la première circonscription du Gard, eh bien, il est éliminé et il a déjà réagi il y a quelques minutes en disant qu'il soutenait le mouvement République En Marche. Il faut préciser quelque chose sur le Parti socialiste. Ça se joue à quelques voix près pour la qualification de M. Violas sur la 3e circonscription de l'Aube. C'est un duel avec le Front National, la candidate La République En Marche étant largement en tête sur ce territoire rural. Allez, on passe le relais à Toulouse et à Pierre-Jean. Merci Anne-Sophie. On va prolonger le débat avec nos invités également ici en plateau, à commencer par Manuel Bompard de la France Insoumise. Tout à l'heure, je disais que vous étiez peut-être soumis, mais en l'occurrence, vous êtes pratiquement partout devant le Parti socialiste. Est-ce que c'est une première victoire pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon ? Non, mais encore une fois, le contexte général fait que c'est difficile de parler de victoire. Mais c'est vrai que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la France Insoumise est la première force d'opposition sociale et écologique dans ce pays. Et pour une jeune formation politique, il y a un travail d'enracinement qui est en cours et qui se démontre là par des présences au 2e tour dans un grand nombre d'endroits. Après, on ne va pas en rester là. Maintenant, encore une fois, il y a un 2e tour de cette élection et je pense qu'il va être important. Et il faut que les gens qui nous écoutent sachent que même si la campagne du 1er tour a été un petit peu escamotée, en réalité, maintenant, les enjeux sont assez clairs. Il faut déjà qu'ils aillent voter. Hein. Bien sûr qu'il faut qu'ils aillent voter. Moi, je les appelle à aller voter plus massivement la semaine prochaine qu'aujourd'hui, notamment parce qu'il y a des enjeux importants derrière cette élection. M. Macron veut détruire le code du travail. Je crois que les gens vont s'y opposer. M. Macron veut augmenter la CSG sur les retraites. Je crois que les gens vont s'y opposer. M. Macron veut supprimer la moitié de l'impôt sur la fortune. Je crois que les gens vont s'y opposer. Donc il y a des enjeux très importants dans cette élection. Il va y avoir des candidats de la France Insoumise dans un grand nombre de 2e tours. Et je crois que les citoyens qui nous écoutent, je les invite à se mobiliser autour de ces candidats. C'est ceux qui empêcheront que M. Macron ait les pleins pouvoirs et déroule sa politique qui va être très dangereuse et qui va faire beaucoup souffrir les gens. Merci. On l'a dit, on l'a entendu dire également sur le plateau de Montpellier, notamment par la représentante du Front National, Jean-Luc Moudin, qu'aujourd'hui, finalement, c'était plus le MPS, mais c'était tout le monde chez La République En Marche, à droite, notamment les Républicains. Qu'avez-vous à lui répondre ce soir ? Bon, écoutez, je ne vais pas répondre à Mme Jamet, qui, je crois, était dans une démarche de polémique et qui récitait son éléments de langage. Son programme, voilà. Ce que je crois, c'est qu'on peut tout à fait rester fidèle à ses valeurs, les miennes, c'est la droite et le centre, tout en travaillant avec des personnes qui ne sont pas de même sensibilité. Et on le fait de manière assez courante au plan local. On le fait au plan municipal. Et au fond, l'idée des Français, c'est de dire, sur la proposition d'Emmanuel Macron, pourquoi on n'essaierait pas de le faire au niveau national. Et donc, comment travaille-t-on ensemble alors qu'on reste différents ? C'est un enjeu et je crois que ça vaut la peine d'essayer. Nadia Pelfig, une dernière réaction en 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes, oui, une majorité pour En Marche. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour quel contenu vous parliez d'agir. Aujourd'hui, je pense qu'aucun autour de cette table ne sait ce qui va être défendu par les députés En Marche dans l'hémicycle. Et je pense qu'il faut que ce soit en lien avec les territoires. Moi, j'ai une question. Ceux qui seront élus dans nos territoires, qu'est-ce qu'ils diront ? Pour la LGV, ici, on a toujours su faire le PAC. Quand on fait la loi, on ne le fait pas hors sol, on le fait en lien avec les territoires. C'est ce qu'on essaie de faire à la région Occitanie. Merci d'avoir été avec nous. On va quitter l'antenne d'ici un peu plus d'1 minute 30. Mais vous le savez, l'information et ces élections continuent sur le web avec vous, Fabrice. Que se passe-t-il justement sur notre site internet ? Oui, je vais vous montrer quelques exemples de ce que l'on peut voir sur le live la soirée en continu sur notre site internet France 3 Occitanie. Premier exemple des résultats, évidemment. Regardez, ça c'est le résultat
de la 3e circonscription de l'Aveyron. Vous pouvez le retrouver, le lire, le relire, le partager, faire tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on trouve aussi, parce que ça peut vous intéresser quand même, ce sont des résultats dans vos villes. Par exemple, je prends cet exemple de Nîmes avec des résultats partiels sur certaines circonscriptions. C'est intéressant pour les Nîmois de voir un peu comment ils ont voté. Je peux vous montrer un 3e exemple, des articles de fond, parce qu'on a parlé tout à l'heure du séisme qui secoue les Hautes-Pyrénées avec l'élimination de Jean Glavany. Eh bien, vous pouvez y lire déjà sur notre site un article qui explique le contexte de cette élimination. Et puis, 4e exemple, ce sont des petites infos, des petites choses comme ça qui sont très intéressantes. Tiens, dans le Tarn-et-Garonne, à Castelsarrasin, Sylvia Pinel, qui est en lutte avec le Front National Romain Lopez, a 7 voix d'avance seulement dans cette commune de Castelsarrasin. Merci Fabrice et on invite tout le monde donc à se rendre sur notre site France 3 Occitanie. Voilà pour cette première tranche. D'autres résultats, d'autres réactions, d'autres analyses dans un petit quart d'heure. À partir de 21h15, nous nous retrouverons ensemble, en tout cas pour les téléspectateurs de Midi-Pyrénées. Si vous êtes en Languedoc-Roussillon, c'est Anne-Sophie Mandroux et Stéphane Ratineau qui vous accueilleront d'ici un quart d'heure sur leur plateau. Alors restez sur la 3, c'est, croyez-moi, le meilleur endroit pour suivre ces législatives. À tout à l'heure. Merci. Oui, la soirée continue sur France 3. Retour sur l'antenne nationale pour vous donner une vision générale de ce premier tour des